cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Faire l'état civil autrement, c'est possible. Le comité technique sur l'état civil au Togo est sur le terrain pour recueillir les avis et suggestions pour la réforme. Après Lomé, capture, attaque Bamé pour le même exercice, tous les acteurs concernés apportent leur contribution au processus. Que peut-on retenir de la tournée de concertation à attaque Bamé? Les réponses dans ce journal. Une femme à mobilité réduite, opératrice de saisie en informatique, Enyona Makpe arrive à se prendre en charge malgré son handicap. Elle donne même des cours en ligne aux jeunes. Comment est-elle arrivée là? Restez avec nous, vous le saurez dans cette édition. Et puis le soutien des jeunes de Sokodé au plan national de développement. Ils ont passé le message à travers une course populaire dans la ville. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Bien cerner les problèmes et difficultés sur le terrain pour mieux agir et rendre performant l'état civil au Togo. Mission assignée au comité technique sur l'état civil. Les membres sont actuellement en tournée de concertation à l'intérieur du pays après l'étape de Lomé. Ils ont posé leurs valises à Atakpamé pour recueillir les avis et suggestions de tous les acteurs concernés par la mission. Officiers, agents d'état civil, chefferies traditionnelles, acteurs de la justice, entre autres. Tous apportent leur contribution au projet de réforme de l'état civil au Togo. Les précisions de Siver Aboudjou. Vers la refonte du système d'état civil pour assurer le bon fonctionnement du secteur au Togo. Cette refonte consiste à faire l'état des lieux afin de proposer une feuille de route destinée à réorganiser le système pour rendre l'état civil plus dynamique et efficace. Ce qui explique cette tournée de concertation du comité technique d'état civil créé par le chef de l'État pour répondre aux problèmes d'organisation et de fonctionnement dont souffre l'état civil dans le pays. Il y a des cas où il y a la méconnaissance des tests. Il y a des cas, comme des gens l'ont dit, la négligence des parents qui ne veulent pas faire des actes à leurs enfants, ou bien qui ne comprennent pas pourquoi il faut faire un acte à ses enfants. Le gouvernement a pris certaines initiatives pour améliorer le système. Ça a commencé par la mise en place, d'abord la création d'un comité sur l'état civil, après la nomination des responsables de ce comité, l'installation des membres, et maintenant le comité, nous sommes là en tant que tutelle pour appuyer le comité qui donc vient de démarrer les concertations. Au Togo, 20% de nouveau-nés par exemple ne sont pas déclarés après leur naissance. Cet état de choses est dû parfois à la méconnaissance des procédures de délivrance de l'acte d'état civil. Et cette tournée, selon le ministre, permet de diagnostiquer les maux à travers les propositions des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'informations, sans compter des propositions intéressantes. Il y a également la déclaration des décès qui ne figurent pas dans nos habitudes en Afrique, particulièrement au Togo. Les gens ont des idées pour que cela devienne également effectif. Donc, c'est une tournée très intéressante parce qu'on apprend beaucoup. Et on va pouvoir, à l'issue de toutes ces tournées, rassembler les différentes propositions, en faire une synthèse et sortir de cette synthèse un projet que nous reviendrons faire valider. Puis après, nous poursuivrons la démarche administrative et législative. L'engagement du gouvernement à travers ce mécanisme est de recueillir ces informations pour approfondir le système en vue d'amener les populations à avoir la culture d'enregistrement des faits d'état civil, outils de planification et de développement. Et souvent à cause de la lourdeur administrative ou par négligence de certains parents, des enfants se retrouvent sans acte de naissance ni aucune pièce d'identité. Conséquence, ces enfants se retrouvent dans la rue, abandonnés à leur propre sort. Mais l'ONG Terre des Hommes et le ministère de l'Action sociale pensent qu'il y a encore de l'espoir pour ces enfants vulnérables. Un projet est exécuté pour la prise en charge et l'insertion de ces enfants. Il prend en compte les enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos. En quoi ce projet pourrait-il aider ces enfants migrants à s'épanouir, à avoir les mêmes éducations que les autres? Les réponses dans ce dossier de Albertine Yakine.
Les locaux du Point Espoir de Terre des Hommes à Flao, ouverts depuis 2017, accueillent des enfants migrants sans destination préalablement connus. Les services de protection de ces êtres vulnérables entendent donc les mettre à l'abri contre la maltraitance, toutes sortes d'exploitations abusives ainsi que de mauvais traitements. Souvent, les pays concernés par la mobilité de ces enfants sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Mais alors, d'où sont-ils issus ces enfants? Que recherchent-ils concrètement de mieux? Les causes réelles des différents cas de déplacement de ces enfants restent la grande interrogation. Nous avons deux différents problèmes. Il y a certains enfants qui ont le problème de scolarité, genre leurs parents n'ont pas les moyens de les inscrire à l'école, d'autres qui veulent aller en apprentissage mais qui n'ont pas aussi les moyens, d'autres qui ne sont du tout pas avec leurs parents, c'est-à-dire peut-être qu'ils sont orphelins et ils sont avec leur tuteur qui les maltraite et ils ont fui de la maison. Donc tout le monde a son problème. Les enfants migrants et les enfants de rue que nous accueillons au Point Espoir n'ont pas de domicile fixe. Et donc pour cela, nous avons besoin de développer dans le quartier de Kodjo-Viakopé un projet famille d'accueil pour placer ces enfants auprès de ces familles-là en attendant de faire un travail d'écoute à fond avec ces enfants-là et identifier leurs problèmes et voir quel accompagnement leur apporter. Pour l'instant, ils sont toujours dans les rues, à la plage, ils dorment au grand marché, mais on les accompagne progressivement pour leur retour en famille. Convaincus que ce projet protecteur des enfants selon les acteurs constitue une préoccupation majeure du gouvernement, les responsables de Terre des Hommes saluent vivement la présence sur le terrain et les encouragements de la ministre de l'Action sociale. Madame la ministre a visité le Point Espoir de Terre des Hommes à la frontière de Kodjo-Viakopé. C'est une visite qui lui a permis de toucher de doigt les réalités que vivent les enfants migrants et ou anciens de rue que nous accompagnons sur ce site. Nous avons réfléchi sur les problèmes de réinsertion des enfants dans le système éducatif et en apprentissage, parce que beaucoup d'enfants, la plupart des enfants qui sont identifiés, il y en a qui ont besoin d'être réinsérés dans le système éducatif, il y en a qui ont besoin d'être réinsérés dans l'enfant professionnel. À l'agenda du gouvernement, l'accompagnement des acteurs de lutte contre la mobilité des enfants est sans équivoque. Pour les enfants en situation de vulnérabilité, tout au long du corridor Abidjan-Lagos, ils sont souvent exposés à des abus, à l'exploitation et aux violences de tout genre. Et lorsque rien n'est fait pour récupérer ces enfants, pour les recadrer, ils développent des vices et ils constituent un sérieux problème pour la paix, pour la stabilité de nos communautés, d'abord de nos familles, de nos communautés et du pays tout entier. Le projet Terre des Hommes, à travers Point Espoir, permet aux bénéficiaires une réinsertion sociale en vue de leur épanouissement. Ces derniers s'organisent en petits ateliers d'activités psychosociales en matière de causerie éducative, des activités d'art et des jeux. Ils sont entretenus par leur père sur des comportements civiques dans la vie courante. Des notions de renforcement de compétences leur sont également enseignées. Nous l'évoquions hier, le handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, entreprendre et se prendre en charge. Après le parcours de la tisserande Afio Boubé, je vous fais découvrir ce soir un autre talent, Egnonam Akpe, opératrice de saisie en informatique malgré sa mobilité réduite. Elle s'impose aujourd'hui sur le marché du travail en organisant des formations en ligne. Egnonam se prépare elle aussi à prendre part au deuxième salon Mi-Vapor, où le génie créateur et le savoir-faire des personnes en situation de handicap seront exposés, et c'est le 12 avril prochain à Lomé. Allons la découverte de cette opératrice de saisie, pas comme les autres, avec Augustin Kossi. Derrière sa mobilité réduite se cache tout un talent, un rêve d'enfance, une passion que Egnonam a su traduire à travers sa formation en secrétariat bureautique. Elle s'est donné tous les moyens pour s'installer à son propre compte avec des apprenants à qui elle ne cesse de transmettre son savoir-faire au jour le jour. Et ce, depuis bientôt 11 ans. Je l'ai appris en 1999 à 2001
à la maison du journalisme qui est devenue maintenant maison de la presse. C'était une passion pour moi. Et moi-même, déjà sur les bancs d'école, je disais à mes parents que je voudrais devenir une secrétaire de direction. Et en ce temps-là, je voyais que ce n'était pas facile pour les personnes handicapées. J'avais premièrement débuté avec un seul appareil, c'est-à-dire un seul ordinateur, avec aussi une photocopieuse. Bon, et à la suite, j'ai reçu un monsieur qui était venu pour me demander si je peux le former en bureautique. Bon, au fait, je n'avais pas... je lui disais que bon, je ne sais pas si je peux le faire, mais je vais essayer. Cet essai a été effectué avec succès, mais c'était pas gagné d'avance. L'opératrice de saisie en informatique bureautique a transformé son atelier en un centre de formation. Plus de 53 apprenants sont déjà passés par ici dans le centre le printemps. Armelle, elle y est admise il y a environ 4 mois. Présentement, j'ai terminé Word. Dans la semaine prochaine, on va commencer l'essai. Pour le moment, je suis en train de faire certains exercices. Par exemple, comment tu appelles la mathématique, les plafonds et autres. Elle nous apprend beaucoup de choses. Par exemple, la décoration parfois. Les vendredis, des fois, elle nous apprend la cuisine. Comment faire pour préparer ça. Les vendredis aussi, on fait souvent les interros. C'est l'exercice là que je t'ai demandé de faire. Oui, c'est ça. Ok. Au fait, l'entête, ça a été mal fait. L'entête là, c'est pas ça. C'est pas avec le wordage que tu dois faire l'entête. Efface-moi ça. Voilà. Donc, voilà. Tu réécris. Écris Togo Télécom. Tu réécris. Quand je donne des exercices comme ça, je passe pour contrôler ce qu'elles ont fait. Et si c'est mal fait, je fais la correction. Au-delà de l'informatique, le printemps forme aussi en décoration, fabrication de chaussures, perles, boucles d'oreilles et sacs en pagne. Midodi est un ancien pensionnaire du centre. Depuis son départ, il y vient de temps en temps, signe de sa reconnaissance pour la formation reçue. J'ai fait un an ici. Des fois, si je travaille, je viens ici, je montre ça à ma maîtresse, elle me corrige tout ça. J'ai appris la bureautique, le Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet, tout ça. Je n'ai pas appris la décoration en tant que telle, je voyais ça chez les gens. Et c'est par là que moi aussi, j'ai commencé à m'exercer et aujourd'hui, j'arrive aussi à former les apprenantes. J'arrive à les apprendre comment confectionner un panier de dragées. C'est ce que je tiens ici. On va souvent dans les lieux de réception et là aussi nous arrivons à décorer la place des fêtes et autres. Tous ces efforts, dévouement et détermination ont valu à Enyonam une distinction honorifique au Salon Mivakbo 2018 au Togo. Son credo, le handicap ne doit plus être une entrave à l'épanouissement socio-économique et professionnel. Et la promotion et l'inclusion des personnes en situation de handicap font partie des priorités du gouvernement. Aujourd'hui, le Togo dispose désormais d'un document intitulé « Modèle national d'éducation inclusive ». Le document est déjà validé cette semaine à Palimé par tous les acteurs impliqués dans l'éducation des enfants handicapés. Le récit de Yata Aratem. Donner la possibilité aux enfants à déficience auditive, visuelle, physique ou autres d'accéder à l'école et de se maintenir, c'est l'objectif visé par ce document, Modèle national d'éducation inclusive. Il est le signe de la volonté politique de réaliser l'ODD 4 qui stipule d'assurer l'accès et la qualité de l'éducation à tous les enfants sans aucune discrimination. Le modèle national d'éducation inclusive qui vient d'être validé techniquement aujourd'hui
a des axes très essentiels. Je peux citer le premier axe qui est relatif à l'accessibilité. Il faut créer d'abord les conditions permettant d'accueillir ces enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Et il faut aussi du matériel adapté. Il y a aussi l'axe accompagnement. Il faut accompagner les parents et accompagner aussi les enseignants en termes de renforcement de capacité. La mise en œuvre de ce modèle d'éducation inclusive passe par son appropriation par les décideurs, l'appui technique et financier des partenaires et des organisations de la société civile. L'inclusion qui vient de prendre corps avec le modèle qu'on a préparé permettrait à tous les enfants togolais de bénéficier de l'éducation et que cela se fasse dans les meilleures conditions. Il faudrait un engagement avéré de tous les acteurs impliqués dans la chaîne de production pour que cela puisse marcher et que le gouvernement fasse un effort dans le financement des activités qui incluent l'inclusion dans le système éducatif. La séance de validation a été présidée au nom du ministre des Enseignements primaires et secondaires par le directeur de cabinet. Il a invité tous les acteurs du monde éducatif à contribuer efficacement à la réussite de ce modèle. Les participants repartent ainsi confiants d'avoir contribué par leurs apports constructifs. Ce document a reçu l'appui financier de l'UNICEF. On fait les comptes avec les cotonculteurs de la région des Savanes. Quel bilan peut-on dresser de la dernière saison agricole? Les acteurs de la filière se sont concertés à Dapaon pour faire le point. Ils ont également procédé à la mise en place d'un nouveau bureau qui devra poursuivre la dynamique, améliorer les performances pour booster la production de l'or blanc au Togo. Les détails avec Désiré Aloye. Leur préoccupation dans cette salle, c'est de répondre à la question que faire davantage pour contribuer à atteindre les 200 000 tonnes de coton à l'horizon 2022. Les délégués de cotonculteurs de la région des Savanes, ensemble pour une analyse, l'autocritique, évaluer la dernière campagne, relever les forces et faiblesses afin de mieux se projeter dans la nouvelle campagne. L'Union régionale des cotonculteurs a produit mieux cette campagne. Il faut maintenir l'ascension. L'Union régionale des groupements de producteurs de coton des Savanes a convoqué son assemblée ordinaire aujourd'hui. Donc il va leur permettre de faire le tour des activités menées et en même temps faire la projection des activités futures. Mais il y a une spécificité pour cette assemblée. Cette assemblée est couplée du renouvellement des organes, c'est-à-dire le conseil d'administration et le conseil de surveillance. Comme je le disais tantôt, c'est toujours dans le sens du respect des textes juridiques. Les textes juridiques, conformément aux lois en vigueur d'abord de notre pays et en se référant aussi au texte de l'OADA, voudraient que le rendement au champ reste vraiment une difficulté que nous allons essayer de chercher les approches de solutions. Et je pense que c'est dans ce contexte que le mois passé, plus précisément, les 6, 7 et 8 mars passés à Palimé, donc sous l'orientation du chef de l'État, le ministère a instruit les différents démembrements de la structure NCT de se retrouver pour analyser et identifier vraiment les obstacles qui ne permet pas aux producteurs d'améliorer le rendement au champ. Les autorités présentes à l'Assemblée générale ont convié les producteurs de l'or blanc dans les savanes à lever tous les goulots d'étranglement, à planir les divergences pour être de plus en plus performants dans les coopératives et l'union. Tout s'engage au respect des itinéraires techniques pour booster le secteur coton qui contribue beaucoup à la croissance économique. Après l'effort, le réconfort, les producteurs de maïs blanc de la région des plateaux se frottent déjà les mains. La dernière récolte était très abondante pour ces agriculteurs de Yaoukopé dans l'Amou. Ils ont reçu la visite de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. 25 tonnes de maïs blanc achetées, le montant est viré sur le compte des producteurs, une manière de les aider à avoir accès facile au crédit bancaire et produire plus. Sivera Boudjou.
25 tonnes de maïs d'un montant de 4 millions de francs CFA. C'est la quantité de stock acheté auprès du groupement Scoop Espérance à Yaoukopé dans la préfecture d'Amou. Une opération d'achat effectuée par l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire, pour soutenir les producteurs et les encourager à emblaver de grandes superficies, surtout en cette période de la nouvelle campagne agricole. Pas d'argent, pas d'agriculture. Et avec ce petit fonds que nous aurons aujourd'hui, c'est par cette initiative que nous allons agrandir nos superficies du champ. Et pour la santé, notre santé, pour survivre, bon, nos enfants, pour pouvoir aider nos enfants et nos foyers. Ça peut nous servir beaucoup de choses dans l'entretien de nos travaux, pour aider nos enfants à fréquenter. Je remercie grandieusement le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Yansigwe, pour tout ce qu'il fournit pour la population togolaise dans l'agriculture. Scoop Espérance de Yaoukopé regroupe des comités coopératifs simplifiés, des groupements et des membres individuels. Le gouvernement, dans sa nouvelle vision, est d'amener les producteurs à créer des coopératives agricoles pour bénéficier des opportunités des institutions financières en matière de crédit. Ces achats ont pour objectif la constitution, le renforcement du stock de sécurité, promouvoir la bancarisation des coopératives et des organisations paysannes, de renforcer les capacités des coopératives en matière de relations avec les banques, aider les producteurs à être solvables auprès des banques, des institutions financières. Et tout ceci pour atteindre l'objectif qu'a fixé le gouvernement dans le programme national de développement. C'est justement le message partagé aux producteurs de Yaoukopé qui s'engagent dans cette nouvelle dynamique en vue de s'inscrire dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, dont les grands axes ont été déclinés au cours de cette opération d'achat. C'était un véritable périple pour le ministre Katari Folibazi et les autres cadres de la préfecture de Tchaoudjo. Une série d'activités menées dans la localité, rencontres avec les chefs traditionnels, commerçants, responsables de développement des quartiers. Ils ont également visité le grand marché de Sokodé en rénovation. Que peut-on noter de cette visite et pour quel intérêt? Les réponses avec Lamak Bodjona. Le marché de Sokodé, en chantier de rénovation et d'élargissement depuis près de 2 mois, a reçu la visite des cadres de la préfecture de Tchaoudjo, conduit par le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Folibazi Katari. Cette descente des cadres permet, selon le ministre Folibazi, de constater l'état, le niveau d'avancement des travaux en exécution par le groupement d'entreprises, études et exécution des bâtiments et travaux publics et la société de négoce et de commerce des bâtiments et travaux publics. Les travaux, actuellement, nous sommes au niveau des Longrines. Nous avons terminé les fondations. Nous sommes en train de faire les Longrines pour les 2 gros bâtiments. Dans une semaine, nous serons déjà au niveau chaînage sur tous les bâtiments. Sinon, ça évolue très très bien. Le délai d'exécution étant de 18 mois, nous pensons qu'après 1 an, et au plus 14 mois, nous allons rendre les clés du marché. Les premiers responsables, les commerçantes et les commerçants se disent satisfaits et remercient l'initiateur, le chef de l'État, Faure Essozimna Yansigwe. Nous sommes très contents, nous sommes rassurés que le marché, la construction est active. Donc on continue, nous sommes contents. Nous sommes venus visiter avec le ministre Folibazi sur le chantier. On est très contents et très contentes, nous les commerçantes de la ville de Tchaoudjo. Nous vous souhaitons une longévité, bonne chance surtout. Mon président, nous sommes toujours à votre côté. Pour les cadres de Sokodé, ce déplacement s'avère nécessaire pour faire le point, rassurer les bénéficiaires et rendre compte aux plus hautes autorités. En tant que natifs du milieu, nous estimons qu'il est de notre devoir de passage ici que tous les cadres, nous venons voir comment le chantier est en train d'évoluer. Et maintenant rendre compte à son excellence, monsieur le président, pour tout ce qui est en train d'être fait, parce que tous les efforts méritent d'être su
non seulement par les Togolais, mais aussi par ceux qui sont à l'extérieur. Nous avons constaté que les choses avancent très bien. Ça nous intéresserait comme ça. Et en plus, c'est que les femmes qui sont casées ailleurs veulent que ça finisse vite pour qu'on vienne leur livrer le marché. Avant cette visite du chantier, les cadres de Tchaoudjo ont échangé avec les commerçantes et les commerçants, les CDQ et les responsables de la mairie de Sokodé sur les activités commerciales. La rencontre a permis aux commerçants de formuler un certain nombre de doléances. Il s'agit entre autres des problèmes d'électrification, d'inondation et d'insécurité dans les marchés. Pour les cadres, cette rencontre vise à créer une synergie entre les différents acteurs impliqués dans les travaux de rénovation du grand marché de Sokodé. Juste avant cette rencontre des acteurs impliqués dans la rénovation du marché, les cadres ont discuté avec les chefs traditionnels, notamment les chefs cantons, les chefs de village et de quartier. Les échanges ont porté essentiellement sur la nécessité pour ces chefs traditionnels de s'approprier le plan national de développement PND qui a été lancé le 4 mars par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Selon le ministre Folibazi Katari, à travers les chefs traditionnels, l'appropriation du PND par les populations va être effective. Il n'a pas manqué de préciser que le PND est une opportunité inédite que le président Faure Gnassingbé offre au Togo pour booster son développement et que Tchaoudjo doit la saisir en y adhérant et en jouant sa partition. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les problèmes socio-économiques, notamment l'emploi des jeunes nécessaires au développement de la préfecture. Dans l'actualité à l'étranger, au Rwanda, 25 ans après le génocide, le pays rend hommage aux victimes. Le Rwanda est devenu une famille, a déclaré le président rwandais Paul Kagame lors des commémorations du génocide de 1994. 800 000 personnes avaient été tuées en 100 jours, essentiellement parmi les Tutsis. La nouvelle a surpris plus d'un. Au Sénégal, le président Macky Sall a décidé samedi de doter le pays d'un régime présidentiel. Il annonce la suppression de la fonction de Premier ministre. Le chef de l'État aura une prise directe sur la direction des politiques publiques. Suivez ce reportage, France 24. Pouvoir pour Macky Sall. En supprimant le poste de Premier ministre, le président du Sénégal veut simplifier l'administration. S'appuyant sur sa légitimité, réélu confortablement en février dernier avec près de 58% des voix, il y a quelques jours, il se justifie lors de sa prestation de serment. Trop de routine, trop de lenteur, trop de procédures et de formalités indues continuent d'altérer l'efficacité du service public. J'ai la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast track. Reconduit ce samedi comme Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne a donc pour tâche de supprimer son poste. La réforme passera par une modification de la Constitution. Elle sera proposée à l'Assemblée nationale où elle a de grandes chances d'être adoptée. Le président Macky Sall y dispose en effet d'une majorité confortable. Une fois la réforme menée, Mohamed Dionne continuera d'occuper sa deuxième fonction, secrétaire général de la présidence de la République. L'opposition n'a pas réagi à l'annonce de ce projet. Lors de la dernière campagne présidentielle, elle avait déjà dénoncé l'invalidation de plusieurs candidatures d'opposants à Macky Sall, notamment celle de Karim Wade, fils et ancien ministre d'Abdoulaye Wade, qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Retour au Togo, vous le savez, nous sommes en saison de pluie. Attention aux piqûres de moustiques pour éviter le paludisme. Les médecins conseillent de dormir sous moustiquaire imprégné, mais on note la recrudescence de la maladie. Alors, quelles sont les nouvelles mesures préventives pour être à l'abri du paludisme? Comment savoir qu'on est atteint et que faire en cas d'affection? Tazina Baga a rencontré les médecins spécialistes sur la question. Suivez son dossier. La saison des pluies, avec ses eaux de ruissellement qui stagnent un peu partout, est synonyme de montée en flèche des cas de paludisme. Une recrudescence accrue liée au cycle de vie de l'agent vecteur de la maladie qui est ce moustique appelé anophèle femelle. Le vecteur a besoin de l'eau. C'est dans l'eau que le vecteur pond ses œufs. Et les larves se développent dans l'eau jusqu'à ce que l'adulte
vecteurs maintenant commencent par s'accoupler et chercher le repas sanguin. Au moment de la saison des pluies, il y a recrudescence des cas, c'est-à-dire que les cas augmentent 3 à 4 fois. La forte pluviométrie fait qu'il y a des lieux de ponte, des anophèles. On parle souvent des gîtes larvaires, les canaries cassés, les pneus abandonnés, les boîtes de conserve, au bord des cours d'eau, les jarres qui ne sont pas couvertes. L'anophèle a besoin de ces eaux-là pour pondre à l'intérieur de ces. Donc, plus il y a la pluie, plus il y a des gîtes, et plus le moustique se multiplie. Si la population des anophèles femelles est grande, plus il y a piqûre, plus il y a transmission. Le paludisme, encore appelé atikessi en éveil ou osekodong en kabyé, se transmet d'une personne malade à un individu sain par les piqûres de l'anophèle femelle. Lors de ses repas sanguins, elle ingère ce parasite appelé plasmodium chez le malade avec lequel elle infecte les individus bien portants. Une fois infecté, il y a des signes qui donnent l'alerte. Chez nous, comme nous sommes dans une zone d'endémie palus, le signe, quand on dit cas suspect du paludisme, c'est la fièvre. Mais en dehors de la fièvre, il y a beaucoup aussi de symptomatologie qu'on peut citer, telles que les maux de tête qu'on appelle communément les céphalées. Il y a les frissons, la personne a la fièvre, elle grelotte. Il y a les vomissements parfois, la personne a des douleurs au niveau des articulations que nous appelons des arthralgies. C'est les signes que je vous ai cités, on parle de cas simple. Lorsque ce cas simple n'est pas pris en charge dans les 24 heures qui suivent, elle peut évoluer vers les cas graves de paludisme. Et quand on dit cas grave de paludisme, c'est que le pronostic vital même de la personne est en jeu. Parce qu'il y a des signes de gravité. Chaque minute qui passe met en jeu la vie de la personne. C'est que ça devient une urgence, il faut courir. Les complications du paludisme sont redoutables chez les personnes infectées. En effet, plus de 1 500 000 cas sont recensés chaque année avec plus de 1250 décès. Le risque est encore plus élevé chez les femmes enceintes, les fœtus, les bébés et les enfants de moins de 5 ans. Le palud crée des dégâts au niveau des femmes enceintes parce que c'est le paludisme qui est responsable des avortements, des accouchements prématurés, des morts-nés, beaucoup de choses au niveau de la femme enceinte. Quand vous prenez un adulte et un enfant, l'enfant peut faire dans l'année 2 ou 3 épisodes de palud, alors que l'adulte, il y a des adultes même qui ne font même pas palud durant toute une année. C'est du fait que l'enfant n'est pas encore mature. Comme dit plus haut, l'eau et donc la pluviométrie restent un facteur favorisant la recrudescence des cas d'accès palustre. Avec la saison des pluies qui s'annonce abondante cette année, il est logique, voire légitime, de craindre une forte augmentation des cas de paludisme. Voilà qui souligne la nécessité d'observer plus scrupuleusement ces mesures préventives. La première mesure, c'est d'éviter la piqûre des moustiques. Il faut dormir sous moustiquaire en tout temps et en toute saison. Dans les mesures préventives aussi, il faut détruire les gîtes larvaires. Il faut assainir le milieu. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand vous voyez pendant la saison pluvieuse, les gens cultivent même jusqu'au niveau de leurs fenêtres. Les jarres, il faut les couvrir. Les puits, il faut les couvrir. Les pneus cassés, les canaries cassées, les boîtes de conserve, vraiment, il faut les enfouir. Les plus hautes autorités togolaises, à travers le ministère de la Santé et le Programme national de lutte contre le paludisme, ont pris également des mesures robustes pour prévenir le mal et veiller au bien-être sanitaire des populations. Ceci avec la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés tous les 3 ans, le traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes et la chimioprévention saisonnière du paludisme. Voilà, un dossier signé Tchazinambaga. Toute une préfecture mobilisée pour témoigner sa gratitude au Dieu de la terre nourricière pour l'abondance des récoltes de la saison écoulée. C'est à travers l'apothéose de la fête traditionnelle Sintou Djandjangou hier à Niamtougou. C'est également l'occasion pour les populations de Doufelgou de rendre hommage aux personnes âgées qui sont passées de la vie à trépas. Comment s'était déroulée la cérémonie? Nelson Mouzouy était. Suivez son reportage. Retrouvailles annuelles des populations de Doufelgou.
Un rendez-vous autour de Sintou Djandjagou, leur fête traditionnelle. Cette fête constitue le ciment entre les Lamba et les Naoudéba qui peuplent en majorité cette préfecture et à l'occasion, tous les cantons se font remarquer à travers la prestation de leur groupe folklorique. Sintou Djandjagou est célébré cette année à Koka, un des 14 cantons de Doufelgou, en rapport avec le système de rotation instauré depuis quelques années. Cette fête a lieu en début d'une nouvelle saison agricole. C'est un signe de reconnaissance à Dieu pour les moissons de la précédente campagne agricole et dans l'espoir que la nouvelle soit fructueuse. Sintou Djandjagou est aussi un moment pour des cérémonies funéraires en hommage aux vieilles personnes disparues. Tout Koka se réjouit de compter parmi ses fils et filles en ce jour commémoratif de la 33e édition de Sintou Djandjagou, d'illustres personnalités de l'État et des frères et sœurs des autres cantons de la préfecture venus célébrer avec eux la culture, cette empreinte qui différencie un peuple d'un autre. Votre présence est le témoignage de votre attachement à la politique de valorisation du patrimoine culturel riche de sa diversité et reflet de notre histoire commune. Permettez-moi en cette circonstance solennelle de rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour ce grand intérêt qu'il ne cesse d'accorder à nos traditions et pour les efforts sans cesse consentis pour le mieux-être de la population togolaise en général et celle de la préfecture de Doufelgou en particulier. Sintou Djandjagou permet aux filles et aux fils de Doufelgou de resserrer leurs liens. Cette liesse populaire, Lamba et Naoudéba la vivent en partage avec les Akoso et les Akebou des préfectures d'Amou, Wawa et d'Akebou. Ces quatre peuples ont des ressemblances du point de vue agricole. Ils cultivent le fonio. À chaque édition de Sintou Djandjagou, les Akoso Akebou sont les bienvenus. La collaboration qui existe aujourd'hui entre les peuples Akoso Akebou et les peuples Lamba Naoudéba n'est plus à démontrer. C'est une synergie qui est porteuse de fruits très significatifs. Et c'est pourquoi nous exhortons tous les frères, aussi bien Akoso Akebou que Lamba Naoudéba, à poursuivre cette œuvre avec conviction et abnégation pour que les peuples actuels et les peuples à venir puissent en profiter. Le chef de l'État a été représenté à cette fête par le préfet de Doufelgou. Après avoir salué les populations pour leur intérêt affiché pour la cohésion sociale, le représentant du président de la République les a exhortés à apporter leur contribution pour la réussite du plan national de développement PND 2018-2022. La fête Sintou Djandjagou rassemble deux entités, les Lamba et les Naoudéba, ayant tous le même objectif, celui de la cohésion sociale et du développement intégral de leur préfecture. Cette 33e édition se situe à un moment crucial de notre pays. En effet, le 4 mars dernier, le chef de l'État a lancé un vaste programme national de développement du PND, un programme qui s'articule autour de 3 axes. Le deuxième axe fait de vous, population de Doufelgou, les bénéficiaires privilégiés d'un si ambitieux programme, car le premier agropole au Togo s'implante dans la région de Kara et particulièrement dans la préfecture de Doufelgou. L'installation de cet agropole est une grande opportunité d'accroître la productivité et générer des emplois pour nos jeunes. Nous vous invitons à vous préparer
à assumer cette tâche et adhérer à ce vaste programme. Les échantillons des cultures qui réussissent sur les sols de Doufelgou ont été présentés aux officiels et aux invités qui ont pu déguster les mets préparés à base de ces cultures avant de se séparer. Voilà, et c'est sur cette fête traditionnelle Sintou Djandjagou que nous refermons cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.